Bonjour tout le monde, salam alaikum, Azul Felawen, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, le moins qu'on puisse dire du webinaire d'aujourd'hui en émotion. Donc, nous allons parler aujourd'hui d'intelligence émotionnelle. Donc, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Quelle est la perception, la compréhension, la régulation de nos émotions? Et en fait, qu'est-ce que nous allons en retenir par la fin? Donc, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui grâce à la généreuse intervention de Madame Yasmina Hihi, qui est coach et formatrice. Donc, bienvenue Yasmina. Merci beaucoup d'avoir accordé de votre temps et d'avoir bien voulu nous rejoindre aujourd'hui pour animer ce webinaire. Donc, Yasmina, vous aviez l'habitude de participer, enfin, d'assister à nos webinaires. Mais je suis vraiment très contente de vous voir justement au devant de l'écran. Marhaba bik Yasmina, bienvenue. Yaïch Yasmine, voilà, de Yasmine à Yasmina, au retour d'abord, bonjour Yasmina, merci beaucoup. Je salue toutes les personnes qui se sont d'ores et déjà connectées, il y en aura d'autres certainement. Donc marhaba bikum en tous les cas pour partager ce moment où nous allons essayer d'échanger, où je vais essayer voilà de vous donner un petit peu des idées, des pistes de réflexion par rapport au sujet qui est donc l'intelligence émotionnelle. Yasmine, comme tu le disais à juste titre, oui, j'ai assisté à des webinaires organisés déjà par Emploitique et animés par entre autres des collègues. Cette fois-ci, je me trouve de l'autre côté du miroir, donc c'est une autre perception du coup, puisqu'on parle de perception. Donc je vais vivre le webinaire autrement puisque aujourd'hui j'ai le plaisir et je souhaite vraiment te remercier pour ta confiance et pour la confiance toujours renouvelée par Emploitique pour mes interventions. Avec très très grand plaisir qu'on te reçoit Yasmina à chaque fois. Merci beaucoup. Et donc sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, donc il s'agit de l'intelligence émotionnelle. De fait, d'abord en tant que personne, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et d'autre part, de par mon métier de coach, qui fait que c'est vraiment une aptitude, une ressource que nous devons en tant que coach de développer pour faire correctement notre métier, pour accompagner du mieux que nous pouvons les personnes qui font appel à nos compétences. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc vous voyez, j'ai intitulé un petit peu ce webinaire en parlant de le pouvoir de nos émotions, ce qui veut dire clairement, il y a le mot pouvoir. Quand on a le pouvoir de quelque chose, c'est que voilà, c'est quelque chose qui renforce. Nous allons parler un peu plus loin en avançant dans ce webinaire, parler plus spécifiquement des émotions et nous allons nous rendre compte ensemble de quelle manière soit ces émotions peuvent être quelque chose qui va nous aider, nous renforcer et être utile, et à contrario, dans quelle mesure ces émotions, quand elles nous impactent, peuvent être négatives, peuvent nous freiner dans nos projets, nos relations, dans plein de choses. Donc, le pouvoir de nos émotions, c'est que ce pouvoir, est-ce qu'on a la capacité quelque part de le prendre en main, ou est-ce qu'on va, à contrario, les subir? De là, donc, l'intelligence émotionnelle, et là, vous voyez, j'ai intitulé ça aussi une aptitude à développer, ce qui veut dire, quelque part, bonne nouvelle, nous ne naissons pas avec une intelligence émotionnelle et puis, les carottes sont cuites, on va rester comme ça et tant mieux pour nous si on a une intelligence émotionnelle développée et puis tant pis pour nous si ce n'est pas le cas. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'intelligence émotionnelle est vraiment une capacité, une aptitude, une ressource que l'on peut développer
au fil de nos expériences, de la vie. Mais encore pour développer ça, il faut à un moment pouvoir se poser et se dire, moi où j'en suis. Voilà, je peux pas partir de rien. Il y a forcément toujours un point de départ, et ce point de départ, eh ben, il va par un constat, une certaine, comment dirais-je, euh, euh, un certain regard qu'on va porter sur soi, ses comportements, les autres, l'environnement, etc. Alors avant de passer à la slide suivante, je vais essayer de vous mettre à contribution. Bon, il n'y a pas le son, mais bon, on reçoit vos nombreux messages. Déjà, bon, je vois tous les noms qui défilent. Encore bienvenue. Là, pour le moment, on est à 28 personnes, je crois. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle et positive. Et encore, merci infiniment de nous avoir rejoints sur cette plateforme. Donc, quand on parle d'intelligence émotionnelle, alors sans faire de longues phrases, vraiment de manière très spontanée, ça évoque quoi pour vous? J'aimerais bien qu'en un ou deux mots, intelligence émotionnelle, quand on me dit ça, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Donc, à vos claviers, je vous laisse un petit peu nous faire partager avec nous ce que ça évoque pour nous. Alors, peu importe, freestyle, toute liberté, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste vous, ce que ça évoque pour vous. On commence à recevoir les premières réponses, Yasmina. Oui, je suis en train de les lire. Donc, Karima, merci pour votre retour. Gestion et maîtrise de ses émotions, ses ressentis. Maîtrise de soi, Asia, merci infiniment. Maîtrise de soi et des émotions. D'accord? Donc, on retrouve beaucoup le mot maîtrise. Je vais le noter. Nous gérons nos émotions et ne le sont pas nos émotions, nous prendre. D'accord? Donc, il y a la maîtrise, il y a la gestion. Savoir décrypter le langage du corps. Que ça, c'est intéressant. Je vais mettre le langage du corps qui serait le langage non verbal. Et c'était pas prévu, mais on en parlera peut-être. La compassion, oui, alors la compassion, c'est intéressant, mais on va voir que la compassion, attention, ce que ça peut être. Avoir la bonne réaction via les questions ou situations vécues. Oui, alors qu'est-ce qu'une bonne réaction? Qu'est-ce qu'une bonne réaction? Ça, ce serait intéressant de dire. Une bonne réaction. Vous voyez, je note au fur et à mesure pour essayer de ne pas trop zapper ce que vous me donnez comme matière et je vous remercie. Contrôle de soi, contrôler les émotions, gérer. Bien, merci Nadia Boukerou. Acceptation des autres, ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Acceptation des autres. Ah, ils sont créatifs, hein, nos participants aujourd'hui, c'est génial. Réagir devant des situations, yes, merci, oui, réagir, mais bon, réagir, comment allons-nous réagir? Il va y avoir là où est-ce qu'on va mettre le curseur. Faustine, comprendre et maîtriser ses propres émotions, composer avec les émotions des autres personnes, ne pas se laisser submerger, accomplissement de soi. Bien, bravo, infiniment, merci. Ah bah écoutez, franchement, je crois que je vais m'en aller, puis je vais vous laisser la place et vous laisser des... Tu as été gâtée en réponse, Yasmina. Eh ben, super. Ils sont là, ils sont avec nous. Je vais vous solliciter plus d'une fois. Bien, Yasmine, si tu veux bien passer à la slide suivante, ça va me permettre en fait d'introduire le sujet. À chaque fois qu'on introduit un sujet, il faut savoir vraiment de quoi on parle. Et donc, par rapport à la définition, c'est pas ma définition quelque part. Je me suis inspirée de la personne qui a un petit peu vulgarisé ce qu'on entend par l'intelligence émotionnelle. Et donc, il s'agit de Goleman. Donc, pour lui, et je le cite bien évidemment, c'est la capacité à reconnaître ses émotions. Donc moi, à gérer, et on a souvent eu dans vos retours le mot de gérer, le mot de maîtrise,
réagir, etc. Donc, gérer ces réactions émotionnelles. Donc, dans la réaction, c'est en fait face à une émotion, bah, comment moi je vais réagir, comment moi je vais me comporter, quelle est la réaction qui va suivre, d'accord? Donc, gérer ça. Les réactions émotionnelles, donc, envers soi-même, donc moi, mais également envers les autres, parce qu'on va voir tout au long de ce webinaire que la gestion émotionnelle, bon, implique d'abord moi, mais va avoir aussi un fort impact dans ma relation aux autres. Et c'est en ça que c'est intéressant. Donc, se motiver pour atteindre ses objectifs, oui, parce que in fine, bah, quand on parle de développer son intelligence émotionnelle, bah, il y a pas mal d'objectifs, mais évidemment, quand on parle ces objectifs, c'est pas forcément un objectif de travail, c'est pas un chiffre à atteindre ou quoi que ce soit. Non, c'est mes objectifs d'une manière générale. Bah, ce que j'attends de la vie, quelles sont mes aspirations, qu'est-ce que je veux atteindre, quelle est ma vision du futur, comment je me vois dans 1 an, dans 2 ans. Bah, tout ça sont des objectifs et quelque part, nous en avons tous. Et nous faisons tous en sorte de pouvoir un jour, dans un avenir proche ou peut-être plus lointain, pouvoir les atteindre. Dans le petit croquis que vous voyez en partage d'écran, vous voyez un petit peu les composantes en fait de cette intelligence émotionnelle et qui reprend. Alors c'est pas une chose versus une autre, mais c'est un ensemble et vous voyez on va, si vous voulez après. Un petit peu, comment dirais-je, décrypter ces différentes notions, bah, ça part déjà de la conscience de soi. La conscience de soi, je dirais, bah, c'est d'abord de bien se connaître. Avant de connaître les autres, bah, il est important que je puisse me connaître. Alors, vous allez dire, bah, ça coule de source. Je vous dirai, est-ce que vous en êtes sûr? La conscience de soi, c'est d'avoir un petit peu ce regard vers soi-même pour comprendre de quelle manière est-ce que je réagis dans cette situation, qu'est-ce que je ressens face à ça, quelle va être ma réponse. Et vous allez voir que peut-être que face à une même situation, à certains moments je vais réagir d'une manière, mais à d'autres moments il se peut que je réagisse totalement différent. Comment cela se fait-il? C'est donc ma capacité à pouvoir un petit peu analyser. Et j'introduirai un autre terme là, c'est analyser et être attentif, mais en conscience. C'est-à-dire juste ne pas dire bah, c'est comme ça, j'ai l'habitude, je suis faite comme ça, c'est mon caractère. Non, c'est d'aller un petit peu plus loin, de comprendre le pourquoi du comment des choses vis-à-vis de moi-même. Donc, la conscience de soi, bah, c'est comme si je faisais un petit peu une expertise de mes façons de penser, de réagir, de ce que cette situation, cette phrase, ce comportement chez les autres, qu'est-ce que ça provoque chez moi. Bah, une fois que j'ai décrypté un petit peu tout ça, hein, c'est comme si je faisais un audit de moi-même, un scan, comment ça marche. Bah, une fois que je détermine tout ça, bah, je vais pouvoir, et là, vous aviez à maintes reprises parlé de maîtrise de soi. Bah, quand est-ce que la maîtrise de soi va être une notion qui est extrêmement importante? Bah, c'est justement quand je vais pouvoir mettre, si vous voulez, mes comportements en adéquation avec mon intention. D'accord? C'est là aussi encore la conscience de ce que je fais. Je ne suis pas en train d'être dans la réaction, mais il y a bien eu un processus de réflexion qui fait que je maîtrise, c'est que je mets un cadre, je mets des limites, etc. Face à mes comportements, face à ce que je vais dire, face à ma manière de réagir. D'accord? Et on sait très bien que dans la vie, et nous sommes tous pareils, hein, je veux dire, soyez rassurés, il y a des moments où on ne va pas être capable de se maîtriser. Je suppose que est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Des moments où vous n'êtes pas dans la maîtrise de vous-même. Est-ce que ça vous arrive? Oui.
Alors, est-ce que… Oui, 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 effectivement, le contrôle nous échappe. Alors, je vais vous mettre à contribution. Pour vous, personnellement, donnez-moi une situation ou quelque chose, voilà, où vous avez le sentiment que vous perdez le contrôle. Je vous laisse. À quel moment, quel qu'il soit, est-ce que vous perdez le contrôle? Donnez-moi un type de situation en 2-3 mots. Quelqu'un qui m'a menti. Ah, quelqu'un qui m'a menti, ça va me mettre plutôt en colère ou ça va peut-être m'attrister et il se peut que je réagisse de manière incontrôlée. Le manque de respect. Alors, je vais noter le manque de respect avec le responsable. D'accord. Asia, oui, avec le responsable, son responsable, apparemment, mon responsable, il me fait sortir de mes gonds. Bon, chut, on ne dira pas à votre responsable que c'est le cas. Donc, le respect, le mensonge, l'imprévu. D'accord. Lorsque l'événement dépend de quelqu'un d'autre, oui, donc quand je ne contrôle pas une situation, lorsque je me sens écartée d'une décision qui me concerne, donc oui, c'est quelque part, je ne suis pas pris en considération, le manque de considération. Bien, merci pour votre retour. Bah oui, on se rend compte, d'après la pression, oui, d'après tout ce que le mépris, la solitude, bien, tout ce que qui est très juste, et encore une fois, je vous remercie pour votre participation. Les moments où je vais en fait avoir le sentiment, et non seulement le sentiment, mais effectivement, excusez-moi, je perds mon coussin, où je vais perdre le contrôle, c'est des moments où je vais être touchée, dans quelque chose qui va être impactant. Ce qui veut dire que si je suis touchée, c'est que la réaction, l'événement, le fait qu'on me mente, le fait qu'on me manque de respect, le fait qu'on me mette à l'écart, etc., va déclencher une émotion forte qui peut être la tristesse, qui peut être la colère souvent. Et ce qui fait que quand on est proie à cette émotion qui à un moment, c'est chalounar, voilà, on a mis le feu au truc, je ne suis plus en contrôle. Ce qui veut dire que là aussi, et vous allez me dire, oui, mais bon, moi, dans toute situation, si on me manque de respect, je ne vais pas dire, oh oui, s'il te plaît, tu me manques de respect, alors un petit peu, fais attention, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, on sait très bien que c'est d'abord, nous ne fonctionnons pas comme ça. Néanmoins, ce qui sera intéressant, et on le verra un petit peu plus loin, c'est que justement quand on sent voilà, que il y a une espèce de déclic qui se met en place, quand on se sent agressé d'une manière ou d'une autre, cette réaction, comment on va pouvoir la gérer, comment on va pouvoir la tempérer pour ne pas rentrer dans une espèce de spirale infernale. Donc là, on parle bien des émotions, mais si vous le voulez bien, je garde tout ça. Je viendrai sur les émotions après et de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi, en fait, à un moment, hop, il y a la cocotte minute qui pète. Donc, je reviens un petit peu à mon schéma et ensuite, on avance si vous le voulez bien. Donc, conscience de soi, maîtrise de soi. Je laisserai la motivation aussi pour après. Et je vous parlerai plus de l'empathie et des aptitudes sociales. Rappelez-vous, l'intelligence émotionnelle, bon, d'abord, on part de nous. Le point de départ, c'est moi et moi-même. Comment je suis, comment je fonctionne, comment je maîtrise ou comment j'arrive à prendre du recul ou comment je gère plutôt ces émotions. Donc, une fois que j'ai cette cartographie de moi-même, comme je ne vis pas seule sur une île déserte et que dans la vie de tous les jours, nous sommes continuellement en relation avec les autres.
dans notre sphère privée, avec notre famille, les personnes qui vivent avec nous, nos amis, le tissu social, les gens à l'extérieur, dans notre environnement, dans notre quartier, mais également sur notre lieu de travail. Nous sommes continuellement en relation avec les autres. Et donc, cette intelligence émotionnelle dont on parle va déterminer la qualité de notre interaction avec les autres. D'accord? L'interaction avec les autres, et quel que soit le domaine, vous voyez, je vais, même si je sais que c'est surtout peut-être dans le domaine professionnel que ces choses-là vous intéressent, mais sachez qu'on n'est pas une personne dans le domaine professionnel et une autre dans la vie personnelle, ni que ces deux domaines n'interagissent pas. Forcément, il y a toujours, ça déborde, et donc je préfère voir un petit peu toutes ces notions d'une manière générale. Donc, à partir du moment où nous vivons en société, forcément, nous tissons, nous entretenons, nous nourrissons ou nous dégradons aussi nos relations humaines quelque part, avec nos proches, nos amis, les gens que nous croisons, les gens avec qui nous travaillons. Et là, on va aussi comprendre que l'intelligence émotionnelle, c'est aussi notre capacité à pouvoir préserver, à pouvoir faire en sorte que ces relations soient positives, soient optimales, soient fluides, soit un petit peu le contrat gagnant-gagnant, soit agréable, soit harmonieuse, etc. Et finalement, quelque chose qui soit plaisant pour nous. Yasmine, on passe à la slide suivante, si tu le veux bien. Donc ça, c'est souvent on nous demande, oui, j'aimerais bien me documenter, lire. Bon, je vous ai pas donné toute une bibliographie. Néanmoins, Daniel Goleman, donc la personne, le psychologue qui a popularisé plutôt la notion d'intelligence émotionnelle. Donc c'est un petit peu son best-seller. Bon, c'est un gros pavé. Est-ce que je vais vous encourager vraiment à le lire? C'est vraiment si le sujet vous intéresse vraiment. Il y a énormément d'autres ouvrages qui peuvent être intéressants. Vous avez énormément de vidéos aussi qui circulent. Donc, si le sujet vous intéresse, après, vous pouvez bien évidemment creuser. Voilà, c'était juste un petit peu pour votre information personnelle. Yasmine, si tu veux bien, on continue. Ah, le cerveau émotionnel. Et vous allez et bien évidemment, à un moment, je vais vous parler du cerveau, sans vous donner un cours de science. Là n'est pas ni ma compétence ni ma volonté. Quand je dis les émotions sont des incitations à l'action, et ça, il faut savoir que c'est, j'ai envie de dire, indépendant de notre volonté. Les émotions, c'est bien à un moment une émotion, un ressenti qui va faire que spontanément, voilà, on va dire spontanément, je vais me comporter comme ça. Spontanément, je vais ressentir ça. Alors, il y a quelqu'un qui a un problème, Yasmine, un problème technique apparemment. Est-ce que pour tous les autres, c'est OK? Bon, je suppose si on n'a pas de manifestation, c'est que tout le monde m'entend et tout le monde voit. Donc, instinctivement, enfin, voilà, c'est bien l'émotion qui fait que il va y avoir quelque chose qui va suivre, d'accord? D'abord parce que nous communiquons, nous réagissons, nous nous comportons sous l'influence d'informations stockées dans notre mémoire émotionnelle. Et donc, on va voir cette notion de mémoire émotionnelle, en quoi ça consiste et qu'est-ce qui fait que à un moment donné, je vais réagir de telle manière. Cette mémoire émotionnelle, c'est quelque part aussi des choses que nous connaissons, dont nous avons conscience, mais souvent dont nous n'avons pas conscience. Et c'est pour ça qu'au départ, quand je parle de conscience de soi, il est important que je puisse faire un petit peu cette introspection, ce décryptage de comment je réagis, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qui fait que je ressens ça.
parce que vous êtes bien d'accord que face, par exemple, à une même situation, face à un même comportement, face à un même projet ou quelque chose qu'on doit faire, vous allez avoir autant de réactions possibles qu'il y a d'individus. Nous ne sommes pas égaux ni face aux émotions, ni face à certaines situations. Chacun va réagir selon sa mémoire émotionnelle. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a stocké tout au long de notre vie qui va faire que je vais me comporter, ressentir, que ça va m'impacter ou pas m'impacter, que ça va m'aider, etc. La suite, Yasmine, s'il te plaît. Si tu arrives. Ah, donc le cerveau émotionnel. Bon, je ne rentre pas dans le cerveau est bien plus compliqué, mais bon, c'est un schéma un petit peu pour vous expliquer de manière assez simple comment certaines choses fonctionnent. Et vous voyez que bon, j'ai fait le choix de représenter le cerveau avec trois compartiments, j'ai envie de dire. Donc, on a perdu. Ah, voilà, la slide est revenue. Donc, ce qu'on appelle le cortex, c'est le cortex préfrontal. En quelque sorte, c'est la partie du cerveau qui me permet en fait de réfléchir, qui me permet d'analyser, qui me permet de programmer, qui me permet, vous voyez, c'est tout ce que je vais faire de manière tout ce qui nécessite en fait la réflexion, programmation, j'analyse, c'est le 1 plus 1 égale 2, c'est tout ce qui va concerner le factuel, voilà, j'ai tel projet, ou bien par exemple, je dois prendre l'avion demain, je vais réfléchir, qu'est-ce qu'il me faut, ne pas oublier, c'est tout ce qui va être, tout ce qui concerne l'organisation et souvent la prise de décision, quand j'ai quelque chose à faire, je vais réfléchir, peser le pour et le contre, etc. Ensuite, bon, le cerveau reptilien, en fait, c'est la partie du cerveau la plus ancienne qui a permis en fait à l'espèce humaine de se développer et de survivre. C'est nos réflexes de survie. Quand je suis en danger, soit je vais fuir, soit je vais contre-attaquer. C'est un petit peu ce qui a permis contribuer à l'évolution de l'homme. Et puis bon, là, je ne vais pas vous refaire un cours de l'évolution de l'homme non plus. Je vais me concentrer en fait sur ce qu'on appelle le cerveau limbique et en fait qui est le siège de ce qu'on appelle notre mémoire émotionnelle. C'est là où sont stockées tout au long de notre vie, nous vivons des expériences plus ou moins impactantes qui vont générer à tout moment des émotions. Ces émotions, quelque part, on va les stocker. On va les stocker parce qu'il va y avoir les expériences répétitives. Et vous savez que plus une expérience se répète, plus elle s'ancre en nous-mêmes et plus en fait, après, on va forcément réagir de manière répétitive parce que c'est quelque chose qui est ancré, c'est quelque chose que nous connaissons. D'accord ? Il va y avoir aussi, comment dirais-je, les expériences qui ont été peut-être traumatisantes. Oui, une expérience, un traumatisme va être tellement impactant qu'à chaque fois que je vais me retrouver peut-être dans une situation similaire ou qui va me rappeler à ce traumatisme, forcément, je vais réagir de la même manière. D'accord ? Donc, c'est pour ça que quand on subit des situations fortement impactantes ou des traumatismes, il est préférable, il est pertinent de faire un travail justement pour pouvoir se libérer. Hein. On appelle ça la résilience et c'est quelque chose qui est important. Je vous ai mis donc dans ma petite slide quelques émotions. Il y en a d'autres, mais bon, si on se focalise sur celle-ci, la peur, la tristesse, la colère et la joie. Sachez que nous, de manière inconsciente, nous réagissons, notre volonté inconsciente, c'est de toujours nous ramener vers l'émotion qui nous plaît le plus, c'est forcément la joie.
Par contre, évidemment, la peur, la tristesse et la colère sont des émotions qui peuvent altérer énormément de choses. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand on est confronté à ces émotions, en fait, quand ces émotions se déclarent, d'accord, face à une situation quelle qu'elle soit. Il y a des graduations. Par exemple, quand si je parle de la tristesse, je peux être un petit peu tristounette, voilà, parce que je suis un petit peu déçue, mais bon, ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de faire mon travail, ni de vivre ma vie, ni de faire ce que j'ai à faire. Par contre, si le curseur, au lieu d'être ici, il monte, imaginez si je suis vraiment très, très triste, submergée par la tristesse, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon cerveau limbique, là où il y a l'émotion, en fait, il va prendre le contrôle de tout le reste. Et en fait, je vais rester dans cet état de tristesse. Et qu'est-ce qui se passe quand une émotion est vécue et subie à l'extrême? C'est que, en fait, c'est comme on ferme le rideau, d'accord? Il n'y a plus rien et on est dans on patauge un petit peu dans cet état. Le cortex n'est plus capable de faire son travail de réflexion, d'analyse, etc. Et on a du mal vraiment à se sortir. C'est là où on est. C'est une contagion émotionnelle qui fait que on n'est plus dans la réflexion et que pour sortir de ça, ça va demander du travail. De la même manière pour la colère. Et vous savez que face à la colère, nous ne sommes pas égaux. Vous avez certainement dans votre entourage, pas forcément proche, mais dans les personnes que vous avez déjà eu à côtoyer ou que vous côtoyez, quand vous dites cette personne, elle a le sang chaud, cette personne, elle démarre au quart de tour, ou bien même que vous pouvez être une des personnes vous dites moi il faut pas trop me chercher, si on me cherche, on me trouve. Parce que s'il y en a un qui me cherche, je lui rentre dedans ou je lui rends la monnaie de sa pièce. La colère, là aussi, c'est une réaction à une émotion, d'accord, qui fait que à petite dose, oui, la colère fait que je vais peut-être être mécontent, peut-être signifier mon mécontentement, peut-être signifier que ça me touche, etc. Mais si le curseur, il est là encore très très important, très très fort, la colère peut me faire dire ou me faire faire des choses que souvent je vais être amenée à regretter. D'accord? Mais parce qu'à ce moment-là, rappelez-vous, le rideau s'est fermé, je ne suis plus dans la réflexion, je ne suis plus dans l'évaluation de ce qui est bien, de ce qui est mal, etc. Je suis sous l'emprise d'une émotion qui est extrêmement forte et qui m'amène peut-être à faire des choses regrettables. Yasmine, est-ce que tu es toujours là? Donc, sur l'aptitude émotionnelle, d'une manière générale, en fait, c'est une métacapacité. Quand on dit une métacapacité, c'est-à-dire une capacité très forte qui détermine avec quel bonheur je peux exploiter mon potentiel. Alors, pourquoi, en fait, je parle de ça? Parce que si je dois revenir à la slide précédente, quand je parle d'émotion, on se rend bien compte que justement, quand je suis en proie à mes émotions, et quelque part, c'est quelque chose qui se fait de manière inconsciente, d'accord, le déclic, enfin, ce qui va se produire, je ne suis plus en capacité, quelque part, de réagir de manière, ce qu'on va appeler peut-être pertinente, la plus adaptée possible. Donc, développer mon intelligence émotionnelle va consister, en l'occurrence, à ce moment-là, de pouvoir, et c'est pas quelque chose qui se fait un beau jour parce que je le décide, hein, aussi, ce que je vais vous dire, c'est pas en sortant de ce webinaire que youpi, vous allez dire ça y est, je sais gérer mes émotions et je sais comment je vais faire. Non, malheureusement, j'aurais bien aimé avoir une baguette magique et pouvoir vous la transmettre, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Rappelez-vous au début, connaissance de soi, conscience de soi.
Ce qui veut dire que, en l'occurrence, par rapport à ces émotions qui, par moment, peuvent être, comment dirais-je, un frein à nos comportements, qui peuvent impacter de manière négative notre façon de voir les choses, de la manière dont nous appréhendons les choses, etc. Bah, c'est ça qu'il va falloir travailler, et c'est un travail qui se fait au fur et à mesure. Tiens, Ania, bonjour. C'est un travail qui va se faire au fil du temps, petit à petit, et j'ai envie de dire étape par étape. Donc, soyez patient et soyez bienveillant avec vous-même, mais surtout observez ce type de réaction. Par exemple, tout à l'heure, dans les retours que vous m'avez donné, vous me dites, il y a une personne qui me dit, bah oui, face au mensonge, quand on me ment, bah, je vais ressentir une émotion forte. Bien. Bah, ça va être peut-être dans ces moments-là, si par exemple j'éprouve beaucoup de peine ou beaucoup de colère, c'est de pouvoir en fait prendre un petit peu de recul, de distance par rapport à la situation, de pouvoir analyser qu'est-ce qui fait que cette personne m'a menti. Est-ce que cette personne m'a menti, c'était peut-être pas contre moi ou peut-être pas pour me faire du tort. Est-ce que cette personne m'a menti parce que elle n'osait pas elle ne voulait pas me faire de la peine? Est-ce que cette personne m'a menti pour X ou Y raison? C'est pas que j'essaye comment dirais-je, de dire que le mensonge est une bonne chose ou qu'il y a des excuses à ça. Pas du tout. Mais c'est essayer quand même, vous voyez, c'est comme si à un moment je suis avec mon appareil photo, je suis en macro, en mode zoom, et puis à un moment j'essaye de prendre de la distance. Prendre de la distance me permet d'avoir une vision un peu plus, un focus un peu plus grand. Je me sens moins atteint, mais j'essaye de comprendre les choses, et surtout là où vous avez le pouvoir, c'est à quel point peut-être que un mensonge va m'impacter ou ne pas m'impacter. On m'a dit, quelqu'un a parlé tout à l'heure de respect. Si quelqu'un me manque de respect, est-ce que j'ai la possibilité aussi, plutôt que de me sentir atteinte dans ma personne, dans mes valeurs, etc., est-ce que finalement ça en vaut vraiment la peine? Peut-être que pas. Peut-être que j'ai juste à dire à la personne que j'ai plus envie de la voir ou plus envie de la croiser ou plus avoir affaire à elle, et je tourne mon chemin. Ou bien dire les choses, mais sans que ça ne génère quelque chose de très fort, comme une forte colère, parce que la colère amène la colère, et finalement on ne résout rien. Peut-être que quelque chose, un manque de respect, peut-être que c'était pas quelque chose comment dirais-je, d'intentionnel. Peut-être que c'était juste un faux pas, une indélicatesse faite par la personne. Vous voyez, toujours essayer de prendre du recul, relativiser et faire en sorte que ça n'engendre pas de réaction excessive. D'accord? Alors, je vais pas vous dire, les émotions, il faut les taire, il faut les cadenasser, il faut les mettre au placard. Non. Reconnaître ses émotions est quelque chose de sain. À un moment, être en colère ou être en désaccord, c'est quelque chose de sain. Je vais pas vous dire, ah oui, vous devez dire oui, merci à tout et baisser le bras. C'est pas du tout ce que je dis. C'est juste, vous voyez, c'est toujours cette histoire de curseur, de trouver le juste milieu où je vais me situer et où je vais situer ma réaction, et comment en fait aussi la réaction des autres, de mon environnement, comment je vais la laisser m'impacter ou pas. Quelles sont vos meilleures astuces pour gérer vos émotions débordantes?
Oui, Ahmed. Mes meilleures astuces, j'aimerais bien avoir un book de cuisine, de gestion des émotions à délivrer. Honnêtement, je ne saurais je permets de tutoyer, voilà, mais c'est pas un manque de respect vis-à-vis de vous, voilà, c'est juste la convivialité du moment qui me pousse à faire ça. Les meilleures astuces, j'ai envie de dire, ça dépend au cas par cas. En tous les cas, si je dois parler de ma part, parce que je suis une personne qui suis plutôt à fleur de peau au niveau des émotions, c'est toujours d'essayer d'être à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui se passe chez moi. Si une réaction ou une phrase ou une situation m'impacte et engendre quelque chose, voilà, où je sens que ça commence à monter, c'est d'essayer le plus possible. Je dis pas que c'est possible à 100% à chaque fois, d'être très à l'écoute de ce qui se passe. Ah, Yasmina, là, tu commences à être un petit peu, comment dirais-je, déstabilisée. Ou pourquoi tu te sens touchée, voyez, d'avoir toujours cette analyse de moi-même et d'être à l'écoute. Ce qui veut dire que ça demande en fait une certaine concentration. Ça demande d'être non seulement concentré sur moi, mais également quand je suis en relation avec les autres, c'est d'être concentré dans ce qui se dit et dans ce qu'il se fait. C'est extrêmement important. C'est l'attention qu'on va porter à soi et qu'on va porter aux autres. Voyez-vous? Et dans tout processus, dans toute relation, je pense qu'il y a toujours à garder ça. C'est pas ça au détriment de ça. Non, c'est ça avec ça, parallèlement. D'accord? Pour avoir la grille de lecture, j'ai envie de dire, la plus juste. Elle ne sera pas juste à 1000%, parce que voilà, vous savez, vous avez une conscience de ce que de vos intentions, de ce que vous ressentez, pas forcément de ce que ressentent les autres. Est-ce que Yasmine est toujours là? J'ai juste coupé mon micro et ma caméra, juste pour ne pas louper la connexion. Bien, si tu veux bien, on va passer à la slide suivante. Et là, bon, par rapport à cette slide, bien dit, savoir écouter, éviter d'être distrait. Exactement. Et merci pour cette remarque qui est très pertinente. Dans toutes les relations interpersonnelles, la qualité d'écoute, et quand je parle de qualité d'écoute, est une chose primordiale. Pourquoi? Parce que, vous voyez, même quand on parle de respect, de choses, être en pleine conscience, concentré et écouter ce qu'on vous dit ou ce qu'on veut vous transmettre de la même manière que vous attendez que vos interlocuteurs vous écoutent, etc. Est quelque chose de très important pour ne pas zapper bon nombre d'informations qui ne passent pas forcément par la parole. Être distrait, oui, ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas évident parce que nous vivons en fait dans un monde où nous recevons je ne sais combien d'informations par jour. En fait, nous sommes continuellement sollicités, même sur le poste de travail. J'ai mon portable, je reçois des SMS, j'ai mes mails qui défilent, j'ai un intranet qui fait que. Je travaille dans un open space, j'ai les collègues qui viennent, j'ai l'appel téléphonique, etc. Donc, on est constamment en fait bombardé de choses. Qui fait que notre capacité à nous concentrer et à être pleinement dans une tâche, dans une discussion, dans quelque chose, requiert énormément de travail. D'accord? Et vraiment, s'il y a bien un conseil que je peux vous donner dans tout ce que vous faites et de tout ce que vous entreprenez, soyez extrêmement attentifs à votre capacité de concentration et d'aptitude à être vraiment ici et maintenant. D'accord? Ici et maintenant, je pense pas à ce soir, qu'est-ce que je vais manger, à la cuisine, est-ce que demain matin,
je dois me lever à telle heure? Est-ce que les invités, j'ai tout prévu pour eux? Ou est-ce que le dernier SMS que je viens de recevoir, qu'est-ce qu'il voulait dire? Et ça me met dans un état pas très sympa. Vous voyez, c'est pas évident, mais voilà, toutes ces perturbations peuvent faire aussi que ça va altérer ma perception du moment, mon évaluation et peut-être aussi mon état émotionnel. D'accord? Je voudrais parler juste d'une chose dont on n'a pas encore parlé et qui est l'empathie. L'empathie, pour moi, est vraiment une compétence, une ressource qui est essentielle dans la vie d'une manière générale, mais essentielle aussi quand je suis aussi beaucoup, essentiellement en fait dans ma relation avec les autres. L'empathie, donc pour moi, c'est vraiment ma capacité à pouvoir comprendre l'autre, mais le comprendre au-delà des mots. C'est-à-dire que je vais pouvoir, quand je suis en relation avec une personne, hein, quelle que soit ma relation, ça peut être amicale, amoureuse, de travail, juste sociale, c'est que je vais être capable d'avoir cette curiosité, d'avoir cette habilité, cette aptitude à pouvoir aussi décrypter tout ce que la personne ressent. D'accord? Au-delà de ce qui est dit. Puisque nous sommes de toute façon dans un monde de perception. On est d'accord, le monde, c'est pas ou noir ou blanc ou juste ou faux. Il y a une grande palette et nous percevons le monde tel qu'il est et chacun va avoir sa propre perception. On est d'accord, vous êtes 42 participants. OK, il y a un même déroulé, il y a Yasmina devant vous, il y a un sujet, Yasmine qui est là aussi, mais il va y avoir autant de perceptions qu'il y a d'individus. Les perceptions vont dépendre de quelles étaient vos attentes, vont dépendre de votre état interne, vont dépendre de à quel point le sujet vous intéresse, à quel point vous estimez que ce que je dis est pertinent ou pas pertinent, etc., etc. Et il va y avoir autant de votre expérience, de ce choses que vous aurez lues peut-être sur le sujet, etc. Alors, attendez. Ania Nejarini, je pense qu'on peut s'entraîner à gérer ses émotions et améliorer en s'observant et en s'analysant. Oui, Ania, c'est tout à fait ça. Ceci permet au fur et à mesure d'améliorer son empathie, sa concentration et la maîtrise de soi. Je pense que tu seras d'accord, Yasmina. Je suis tout à fait d'accord et tu dis de manière très synthétique le blabla que je fais depuis tout à l'heure. Donc, merci. Oui, c'est un entraînement. Et merci, Ania, pour ton intervention. C'est pas quelque chose qui s'acquiert comme ça. Vous savez, c'est comme un entraînement sportif. J'ai envie de vous dire, si demain, je vous dis, allez, hop, dans 3 mois, on se lance tous et on va se faire tous ensemble un beau marathon. C'est sûr que je vais pas vous dire, bon, demain à 9 h, notre entraînement, on va se faire 30 km. Non. Peu probable, ça serait absurde. Ce qui veut dire que on va avoir pour un laps de temps, notre échéance, elle est à 3 mois, mais généralement, bon, pour un marathon, on s'entraîne une année. C'est de dire qu'est-ce qu'il va falloir faire, quelles sont les distances à parcourir tous les jours. Au début, oui, je vais peut-être avoir énormément de courbatures, une baisse de forme, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Pour la gestion des émotions, j'ai envie de dire c'est la même chose, d'accord? Même si, mais cette perception, la perception qui peut être erronée. Je reviens sur ça. Merci Malika, je reviens vers vous tout de suite. Donc, la gestion des émotions, voyez ça comme un entraînement sportif où je vais avoir des petites étapes, des sous-étapes, des batailles que je vais gagner, des fois des rechutes. C'est pas grave, ne pas se décourager, mais toujours essayer, et ça passe toujours par être honnête avec soi-même et avoir toujours un regard porté sur soi-même. Donc l'introspection, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je réagis, comment j'ai réagi, est-ce que j'aurais pu réagir autrement, etc., etc. Je voudrais revenir sur ce que dit Malika, qui est intéressant. La perception, on fait des erreurs de perception. Oui, très justement, Malika, et c'est en ça
où la relation avec les autres n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Et ça s'explique en fait pourquoi? Parce que nous percevons le monde, les autres, les situations, à travers nos propres filtres. Les filtres, quels sont-ils? Un des filtres, c'est comment je me sens aujourd'hui. Si je suis super énervée parce que ce matin on m'a pris le chou, il est fort probable déjà que ma perception, elle va pas être la même que si ce matin je me suis réveillée après une bonne nuit et je suis en pleine forme, donc déjà hop, j'ai la banane, je suis bien. Les autres filtres, c'est aussi mon expérience. Oui, mon expérience fait qu'à chaque fois que j'ai été dans cette situation ou à chaque fois que j'ai rencontré cette personne, Ya Rabbi Karim, elle m'a pris le chou. Donc, franchement, ce matin, si je vais la croiser à nouveau, sans même chercher à comprendre que peut-être que ma perception va être erronée. Les filtres cognitifs, oui, effectivement, les filtres cognitifs qui peuvent être différents, mais je parle aussi des filtres, nos filtres de la perception. Vous savez, par exemple, un filtre de la perception, ça peut être que une situation donnée va donner lieu à une généralisation. Je vous donne un exemple. Cette généralisation, on a souvent été victimes, nous les femmes, de ce genre de choses. Un monsieur est au volant le matin, il est en voiture et puis il y a une dame au volant qui le double, qui se rabat et qui frôle la voiture. Et bon, lui va dire tout de suite à toutes ces bonnes femmes, à ces femmes, elles conduisent comme des pieds. Ok, bon, ça va être une généralisation. Il va être très en colère et dire, oui, toutes ces bonnes femmes, elles conduisent comme des pieds. Bon, ça c'est juste pour sourire, mais ce qui veut dire que nous avons des filtres, oui, de généralisation qui font que face à quelque chose qu'on aura vécu, on va vouloir généraliser. Ah, ils font tous comme ça. Les patrons, ils sont juste là pour nous donner des ordres. Dans tel pays, ils sont comme ceci. Oui, dans cette ville, ils se comportent comme ça. Dans tel quartier, il y a ceci et cela. Bref, alors que ce n'est absolument pas vrai. C'est quelque chose que nous pensons être vrai, tout simplement. Oui, on va parler des valeurs après, Eliès, etc. Et on a encore beaucoup de choses et je vois qu'il faut que j'avance. Yasmine, tu veux bien avancer, s'il te plaît? Non. Ok. Je vais aborder, mais très succinctement, parce que je voudrais venir à cette notion de besoin de valeur qui est très, très importante. Quand on parle de connaissance de soi et on parle aussi d'estime de soi, je tenais un petit peu à faire la différence parce que ce sont deux notions qui sont parfois confondues et qu'il est important de faire la différence entre les deux. Quand on parle d'estime de soi, c'est à quel point je m'estime en tant que personne. En fait, c'est l'évaluation c'est la valeur en fait que je vais m'accorder. Est-ce que je suis une personne digne de confiance? Est-ce que je suis une personne fiable? Est-ce que je suis une personne honnête, etc. Parce que c'est là où je vais donner en fait, c'est la valeur que je vais m'accorder, d'accord? Et évidemment, l'estime de soi est quelque chose qui est important pour soi-même et avoir une bonne une haute estime de soi est quelque chose, bien sûr, qui va m'aider dans ma vie et dans ma relation aux autres. La confiance en soi, la confiance en soi, en fait, elle fait appel à autre chose. Elles font appel, en fait, à ce que je pense être capable de faire. Donc, elle fait beaucoup plus appel à mes compétences. Mais bien évidemment, c'est une évaluation qui est j'ai envie de dire, qui est subjective, d'accord? C'est juste à un moment donné,
est-ce que je pense avoir la ressource pour faire face, pour faire ce job, pour arriver à telle échéance, pour entreprendre ce projet, etc. C'est aussi encore une évaluation personnelle parce que vous savez tous, enfin, je l'espère, que nous avons énormément de ressources qui sont pour le moment encore inexploitées. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce qui veut dire qu'on a plein de ressources en nous. Pour le moment, on ne les a pas exploitées, mais à nous de chercher et est-ce que je suis capable? Oui, tout à fait. Mais le message que je veux vous faire passer, c'est que pour les personnes qui sont souvent, parfois ou souvent dans le doute, sachez que nous avons tous, sans exception ici, bien évidemment, des ressources dont nous sommes conscients, et donc on les met en avant, on les utilise et ça nous permet d'avancer. Mais on a énormément de ressources auxquelles on n'a pas fait appel, qu'on n'a pas cherché et qu'on a bien, qui ne demandent qu'à être développées. Ce qui veut dire que il ne faut pas hésiter à aller puiser dans des choses, chercher des ressources qu'on n'a pas cherchées auparavant. D'accord ? Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui nous fasse peur. Tu veux bien continuer, Yasmine, s'il te plaît ? Prochaine slide. Être fidèle à soi, c'est respecter ses besoins, ses valeurs, ses limites et ses aspirations. Et donc, ça revient à ce que vous me demandiez tout à l'heure sur les valeurs. Comment est-ce qu'on peut évaluer notre quotient émotionnel? Alors, il existe des tests pour ça. Mais j'ai envie de dire, très chère Asia, parce que ça a été déjà abordé dans un webinaire animé par une de mes collègues concernant la gestion du stress. En tous les cas, en ce qui me concerne, je ne suis pas tellement pour tester et évaluer des choses. Moi, je préfère être dans l'observation des situations, décrypter, être attentive, plutôt qu'on me mette un chiffre par rapport à un quotient quel qu'il soit. Voilà. Moi, Yasmine, il y avait une question un peu plus haut de Yasmine Hariti, il me semble, qui disait est-ce qu'il est vrai que plus on a un QI qui est élevé, plus notre QE, donc notre quotient émotionnel, est bas? Non, pas forcément. On peut avoir un QI haut et un quotient émotionnel haut, et je dirais bingo, jackpot, voilà. Non, pas du tout. Par contre, pour ce qui est important et ce qui est intéressant, et peut-être que ça rejoint peut-être plus une demande du terrain face à des personnes qui veulent intégrer un nouveau poste ou peut-être préparer un entretien ou changer de poste ou quoi que ce soit, c'est de dire que oui, la tendance dans le passé et elle l'est encore en fait beaucoup. Ben oui, quand on veut vous recruter, quand vous voulez postuler ou quand vous voulez changer de poste, ce fameux CV, oui, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous savez faire, toute votre expérience, etc. Ok, bon, moi j'ai envie de dire, et là je vous donne un avis tout à fait personnel, mais c'est un avis qui est partagé par pas mal de recruteurs et je pense que la tendance va aller de beaucoup plus à ça. C'est de dire bon, mais finalement, même si c'est important, mais ça ne suffit pas, et loin de là. Et pour moi, c'est certainement pas ce qui va peser dans la balance, parce qu'une compétence ou une aptitude, quelque chose à apprendre, j'ai envie de dire, si j'ai besoin d'apprendre. Je peux apprendre et à tout moment et à tout âge. Bonne idée. Ça, c'est la bonne nouvelle. Sachez qu'à tout âge, vous avez la capacité d'apprendre. Par contre, ce à quoi moi je serais sensible et je pense que ce à quoi il faut vraiment travailler, c'est justement cette partie de l'intelligence émotionnelle qui va être dans quelle mesure je vais être capable de m'adapter à des situations. Dans quelle mesure je vais être capable de m'intégrer dans un nouvel environnement? Dans quelle mesure je vais pouvoir gérer l'incertitude de certaines situations qui sont à vivre dans la vie de tous les jours? Et Dieu seul sait si on passe
depuis des mois par une grosse période d'incertitude et une grosse période inédite et assez anxiogène. C'est dans quelle mesure je vais être capable de travailler avec les autres, d'être en relation, de communiquer, de collaborer, d'accord? C'est ça, en fait, qui va faire de moi, et ça, ce sont des choses qui sont pour moi primordiales. Après, si au niveau technique, au niveau du métier même, j'ai des lacunes, ça peut être mis à niveau. Mais si je devais choisir et au niveau d'un candidat, je serais beaucoup plus regardante sur ses aptitudes, sur ces choses-là, que sur juste un parcours de CV. Je vous donne mon avis en toute franchise et toute honnêteté. La relation entre nos émotions et la gestion de notre stress. Oui, Malika, forcément, il y a une relation de cause à effet qui est évidente. Qu'est-ce que c'est que le stress? Bon, est-ce que je peux faire une petite parenthèse, Yasmine? Ah, vas-y, dardarak. Allez, une petite parenthèse. En fait, parce qu'on dit stress par-ci, stress par-là, qu'est-ce que c'est le stress concrètement? Le stress, c'est à un moment donné, et ça, c'est pas de manière réfléchie, face à un stimuli, face à une alerte, j'ai envie de dire, quelle qu'elle soit, mon évaluation interne, d'accord, donc de manière inconsciente, l'évaluation que je vais faire de pouvoir répondre à ce stimuli. C'est exemple, mon patron déboule dans le bureau, me demande ceci et cela, oups, première réaction parce que peut-être que je manque un petit peu d'assurance, peut-être parce que je suis junior, peut-être parce que ce qu'il va me demander, je l'ai jamais fait. Hop, premier truc, stress. Pourquoi? Parce que ma première évaluation comme ça à chaud, c'est de dire je vais pas pouvoir faire le job, j'ai pas les ressources, je vais pas pouvoir y arriver. D'accord? Donc, hop, je vais pas pouvoir y arriver. Donc, c'est l'évaluation, ma réponse de dire je vais pas y arriver, je vais pas pouvoir surmonter, etc., etc. D'accord? Donc, c'est ça. Le stress, en fait, c'est ça. C'est l'évaluation que je fais par un stimuli, par rapport à une demande, par rapport à une situation. Forcément, c'est de l'émotion, souvent de l'émotion négative, bien évidemment. C'est pas la joie qui vous met sous stress. Mais c'est quand j'estime que j'ai pas la ressource. Et si ça se trouve, la ressource, je l'ai tout à fait. Il suffit tout simplement peut-être que j'étudie exactement, je comprenne exactement la demande. Si on me donne juste peu de temps, que je dise j'ai une charge de travail qui fait que je vais avoir besoin de plus de temps, peut-être que j'ai un ou deux collègues qui vont peut-être pouvoir m'aider dans ce projet ou dans cette demande ou dans ce travail à faire, etc. Et finalement, on se rend compte que ce qui à un moment m'a stressé, finalement, j'arrive à le réaliser. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas. Si par contre, ces états de stress sont répétitifs et si j'ai pas des moments de répit, voyez, c'est là où on peut arriver à des situations extrêmement désagréables et qui peuvent être impactantes pour notre santé. Mais bon, ça c'est peut-être un autre sujet. Donc, juste ce que je voulais vous faire comprendre, c'est cette notion de le stress, c'est mon évaluation par rapport à un stimuli. Alors, QI élevé devrait aider à bien analyser, ce qui donne des émotions plus intelligentes et plus maîtrisées. Êtes-vous d'accord? Alors, j'ai un petit peu de mal à dire des émotions plus intelligentes et les émotions sont ce qu'elles sont. C'est pas une émotion bon, j'ai peut-être mal compris la formulation, mais une émotion n'est pas intelligente ou pas. Une émotion, c'est juste un ressenti à un moment dans une situation donnée. Et la manière dont on va la gérer, c'est pas une. Alors, on l'appelle intelligence émotionnelle, oui, peut-être c'est ça qui vous fait penser à ça. Mais je dirais, c'est une capacité qu'on va développer comme on va développer un muscle, j'ai envie de dire. Voilà. Et c'est l'habitude qui fait, c'est expérimenté qui fait. Vous savez, aujourd'hui, je peux vous donner pas mal de, enfin, quoi que je vous dise en théorie,
vous ne le comprendrez, vous ne le sentirez que quand vous allez l'expérimenter. D'accord? Alors, un autre cours de yoga apparemment. Bon. Dans mon cas, je pense que la difficulté demeure dans la gestion de la première réaction. Je réagis souvent mal étant stressée, mais je me ressaisis à chaque fois. Bon, déjà de comprendre si Kamel, déjà si vous avez cette, comment dirais-je, ce cheminement de dire de pouvoir comprendre ce qui se passe. La première réaction, je réagis mal et ensuite je me ressaisis. Bah, peut-être que la gymnastique va être de ne pas forcément réagir mal, mais c'est de pouvoir être dans l'anticipation de manière à ne pas être dans la réaction immédiate, c'est-à-dire de toujours cette notion de prise de recul et de laisser, vous savez, c'est comme quand vous avez la cocotte minute, il y a l'espèce de petit, comment dirais-je, de petit bouchon là. Vous n'ouvrez jamais la cocotte avant d'avoir fait sortir de la vapeur. J'ai envie de dire, bah oui, face à oui, merci. Bah, c'est exactement la même chose. C'est plutôt que d'ouvrir tout de suite le couvercle et que la vapeur, elle me saute au visage et que je risque de me brûler. Bah, je vais d'abord enlever le sifflet, laisser la vapeur un petit peu passer, puis ensuite je vais ouvrir ma cocotte. Voilà, si je devais faire une métaphore bête et méchante, mais je pense qu'elle est parlante un petit peu pour tout le monde. Yasmine, comment sommes-nous? On peut encore avancer un petit peu? On peut encore avancer un petit peu, oui, Yasmine. Ok, c'est ok pour tout le monde? Allez, on se fait plaisir, on continue. Je vais parler un petit peu de nos besoins. Excuse-moi, juste la slide avant. Donc, j'avais dit les besoins, les valeurs, les limites et les aspirations. Bien. Vas-y, tu peux avancer. Donc, nos croyances. Pourquoi je vais vous parler de nos croyances? Alors, évidemment, il ne s'agit absolument pas de croyances religieuses. Là n'est pas du tout le sujet. Les croyances, en fait, c'est ce que nous pensons, c'est par rapport à nos compétences, c'est notre vision du monde, c'est des affirmations que nous pensons être vraies. Et je dis bien nous pensons être vraies, nos croyances, c'est vraiment quelque chose de personnel, d'accord? C'est la manière dont on va dire ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est bien, ça c'est mal, ça je sais faire, ça je sais pas faire. Ça n'est pas forcément la réalité. On est bien d'accord. Puisque tout à l'heure, je vous disais, nous avons tous des compétences et des ressources qui sont inexploitées. OK? Si nous allons tous ce soir au cinéma, allez, on va se voir un beau film tous ensemble. Nous allons tous avoir une perception et avoir un avis différent. Nos croyances, c'est absolument la même chose. C'est vraiment quelque chose de personnel, mais de manière inconsciente, nous sommes persuadés que c'est ça et qu'on détient la vérité suprême. Et j'ai envie de dire, non, ce n'est pas comme ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que des fois, nos croyances, elles peuvent être quelque chose qui va nous aider dans notre vie. Par exemple, si j'ai la croyance voilà, je suis persuadée que quelle que soit la situation, l'inconnu, je saurais y faire face. Vous avez comme ça des personnes voilà qui n'ont peur de rien, qui sont plutôt des fonceurs dans leur vie. Ils disent ok, Marliche, si je sais pas, je trouverai des ressources. Bon. Ces personnes, des fois, peuvent tomber dans des situations qui peuvent être peut-être même périlleuses. Mais cette croyance, voilà, qu'ils ont envers eux-mêmes, va peut-être, dans certaines situations, les aider parce qu'ils vont pas se mettre de frein, ils vont être dans le truc allons-y, allons-y. Si j'ai par contre une croyance de dire non, moi, je sais pas, aller prendre la voiture et faire un tour aller dans des villes inconnues ou dans des voilà, c'est quelque chose que je ne vais pas être capable de faire. Vous me direz, c'est une croyance parce que dans l'absolu, je suis capable de faire, d'accord? Je suis un être humain, je sais conduire ou je sais me déplacer, etc. Donc je peux le faire. Mais si j'ai cette croyance bloquante, limitante, eh bien, à chaque fois que j'aurai peut-être à me déplacer, etc., je vais avoir énormément de freins, d'appréhension et je vais peut-être trouver toutes les excuses du monde pour ne pas le faire.
d'accord? Donc, certaines croyances, il est très, très, très… Est-ce la prise de risque c'est pas forcément une question de prise de risque. C'est juste que ce que je veux surtout faire comprendre, que certaines croyances que nous avons par rapport je ne sais pas faire, je ne suis pas capable de faire, je ne vais pas avoir le temps de le faire. Donc, tout ce qui nous limite, en fait, ce n'est ça ne se passe que dans notre tête. C'est un cheminement mental qui finit par être bloquant et qui nous empêche finalement de faire beaucoup de choses. C'est comme si, voilà, de manière inconsciente, on se mettait plein de boulets aux chevilles et qu'on avait du mal à avancer. Donc, et là, on revient toujours au tout départ, souvenez-vous, la conscience de soi, la connaissance de soi. Nous avons tous des croyances et des croyances limitantes. J'en ai moi-même. Voilà, j'y travaille et je pense que c'est le combat de toute une vie, mais de pouvoir de pouvoir les affronter, de pouvoir d'abord les connaître, les affronter. Ben, c'est ce qui nous permet de temps en temps, quand vous vous dites, ben, je me suis surpassée. Voilà, j'ai été au-delà de choses. Et quelle satisfaction! La croyance n'est pas forcément que du négatif. Non, j'ai pas dit que c'était justement du négatif. J'ai dit que par moment, elle pouvait être aidante et par moment, elle pouvait être limitante. Donc, on est d'accord. Et il s'agit pas de dire c'est bien, c'est mal. C'est pas ça le sujet. C'est juste que parfois, ça nous aide et parfois, ça nous bloque. Bah, si j'ai la croyance que bah, je suis pas capable de faire ça, bah, ça c'est un petit peu dommage parce que de temps en temps, bah, j'ai des ressources que je n'ai pas exploitées peut-être pour le moment. Voilà, croire en soi, débloquer le potentiel. Je vais vous raconter juste une petite histoire. Vous savez, bon, vous savez que je suis coach et que je suis formatrice, mais évidemment, je n'ai pas toujours fait ça toute ma vie. Et ça a été à un moment de ma vie où j'ai fait une reconversion professionnelle. Donc, il a bien fallu un jour, une première fois, après m'être reformée, avoir fait une certification, un mémoire et tout le Bataclan. J'étais partie pour faire du développement personnel, mais bon, il s'est trouvé que les premières missions, à un moment où que j'ai eu, bah, c'était d'intervenir en entreprise. Et donc, ça allait être une première fois. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, on m'a appelé, j'ai eu plusieurs entretiens. Et puis, je savais que ça allait être une première fois. Je savais que j'allais vraiment en terrain inconnu, donc j'allais travailler sur les supports, sur plein de choses. Néanmoins, c'était vraiment quelque chose de totalement nouveau. Et je ne savais pas est-ce que j'allais y arriver. Mais à un moment, je me suis dit, ok, bah finalement dans ta vie, tu as géré des choses nouvelles à plusieurs reprises. Tu es capable de t'adapter. Bah tu vas le faire. Et je l'ai fait. Et effectivement, la première mission, aujourd'hui rétrospectivement après X années, bah, rétrospectivement, je pense que c'est pas la meilleure formation que j'ai délivrée dans ma vie, mais finalement, quelle importance, ok? Quelle importance? Bah, c'était une première fois. J'ai fait du mieux que j'ai pu. J'y ai mis mes tripes, j'ai mis mon cœur. Ça s'est plus ou moins passé. Aujourd'hui, avec mon expérience, ça se passerait mieux, mais on est ok avec ça, d'accord? Donc, il faut aussi avoir une certaine. On parlait tout à l'heure d'empathie et d'indulgence avec soi-même et de se dire, bah, il faut une première fois. Il faut des fois aller au-delà de ses limites. Et puis, quand bien même je suis un petit peu à côté de la plaque, eh ben, c'est pas bien grave. Ça sera mieux la fois d'après. Donc, ça, un gros travail peut-être pour certaines personnes à faire à ce niveau-là. On passe sur la slide suivante. Alors, sur nos besoins, alors là aussi, je vais passer assez rapidement maintenant pour vous donner aussi la parole, pour vous donner la possibilité de poser des questions. D'accord, donc on passe à la slide suivante, Yasmina, c'est ça? Bon, écoutez, nos besoins, ça vous comprendrez, ben, les besoins, c'est tous les besoins que je peux avoir, ben, le besoin d'être respecté, le besoin d'être écouté, le besoin d'être pris en considération, etc. Pyramide de Maslow, oui, moi je l'ai, en fait, la pyramide de Maslow, moi j'ai un petit souci avec ça et je suis pas la seule.
La pyramide de Maslow, en fait, Maslow dit que donc c'est sous forme de pyramide, on part des besoins physiologiques pour arriver aux besoins de réalisation de soi. Sauf que pour certaines personnes, en fait, on n'a pas besoin de passer par toutes les strates, parce que par exemple, vous avez quand vous voyez des personnages comme Mère Teresa, ces besoins physiologiques ou de sécurité, bon, ils n'étaient pas vraiment remplis. Elle, ce qui était le plus important, c'était la réalisation, c'était le bien qu'elle devait faire autour d'elle. Vous voyez, donc Maslow qui dit qu'on peut passer à la strate suivante que si la strate inférieure est remplie, ça ne marche pas pour tout le monde, d'accord? Donc en fait, moi j'ai plutôt les besoins, je les ai exprimés comme ça. En fait, c'est quelque chose, c'est un système, et en fait on a besoin tour à tour, et chaque besoin interagit avec un autre. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait que je l'ai schématisé de cette manière. On passe à la suite parce que je voulais parler un petit peu des valeurs, et c'est a été rappelez-vous quand on a parlé d'estime de soi, on a parlé de la valeur que je me donne, mais parce que les valeurs, d'une manière générale, que ce soit dans la sphère privée ou dans non, on revient. Voilà, nos valeurs, c'est un peu nos normes de référence. C'est là où on va évaluer si une personne, situation. Une valeur, c'est par exemple la sincérité, c'est la justice, c'est l'équité, c'est l'amitié, l'amour, c'est comment dirais-je, voilà un petit peu les valeurs. Sachez que notre système de valeurs est quelque chose qui évolue aussi dans notre vie. Quand dans notre jeune âge ou à l'adolescence ou même quand on est jeune adulte, certaines valeurs sont importantes. Au fil du temps, on évolue dans notre vie, on construit une famille. Il y a d'autres valeurs qui se rajoutent à ça, la sécurité. Si j'ai des enfants, la sécurité va être importante. La famille aussi va être quelque chose d'important, alors que peut-être qu'avant c'était plus l'amitié. Vous voyez, c'est quelque chose qui est mouvant, qui n'est pas gravé dans le marbre, et c'est une bonne chose quelque part. Le tout est de savoir quelles sont un petit peu les valeurs les plus importantes actuellement, aujourd'hui et maintenant, parce que être fidèle à ces valeurs va être quelque chose qui va me donner des pistes pour savoir si telle situation, si tel comportement, etc., répond à mon système de valeurs et si je suis en accord avec mes valeurs. Parce que si je ne suis pas en accord avec mes valeurs, je risque d'être en souffrance et de mal vivre ça. Yasmine, tu peux continuer s'il te plaît. Nos limites. Ah, bien. Les limites, pourquoi c'est important? Je voulais aborder très rapidement cette notion de limite parce que certaines personnes ont un petit peu du mal à fixer des limites parce qu'ils pensent, parce que notre système, peut-être notre culture, notre système d'éducation ne nous encourage peut-être pas forcément toujours à le faire. Et les limites, en fait, pouvoir poser les limites, c'est quelque chose qui est important dans l'affirmation de soi. Quand je veux m'affirmer, c'est pas que j'essaye de faire comment dirais-je, de convaincre, de faire un passage en force. Non, c'est de pouvoir mettre les limites, c'est-à-dire la limite que je m'impose à moi-même, d'accord, ce que je ne dois pas dépasser pour rester fidèle à moi-même, à mes valeurs, mais également la limite que je vais mettre aux autres, de manière à ce que je ne me sente pas, je sente pas qu'on empiète ni mon système de valeurs, ni la personne, c'est-à-dire c'est le respect un petit peu aussi, et de le poser et d'être au clair avec ça, c'est quelque chose de très important pour l'affirmation de soi. On voit souvent dans le monde de l'entreprise, en l'occurrence, vous savez, des personnes qui n'osent pas dire non. Il y a également les personnes qui ont du mal à donner leur avis. Parce qu'ils se disent oui, mon avis ne compte pas. Il y a également les personnes qui, lors d'un meeting ou d'une réunion, ont du mal à donner une idée, à pouvoir participer. Oui, parce que finalement, ce que je dis n'a pas grand intérêt. Vous voyez,
ça, c'est des choses en fait qui vont à l'encontre de l'affirmation de soi. Si par exemple j'ai tendance à chaque fois que quelqu'un me sollicite, un membre de ma famille ou des collègues, est-ce que tu peux me faire ça? Est-ce que tu peux m'aider dans ça? Excusez-moi. Si à un moment je reste dans la passivité, je n'arrive pas à donner ma limite et dire non quelque part, c'est savoir dire non quand ça me va pas, quand ça m'a, forcément je vais altérer en fait ma confiance en moi-même et en fait avoir du mal, ça va engendrer au niveau des émotions de la frustration et voire de la colère. Donc les limites sont importantes pour cette notion aussi de respect. Alors, faudrait penser à faire un grand ménage. Très chère Karima, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Donc peut-être exprimer autrement vos pensées. Yasmine, donc on passe avec les limites, on passe à la slide suivante, mais peut-être qu'est-ce que tu en penses si on donnait la possibilité aux participants de peut-être de poser des questions? Qu'est-ce que tu en penses, Yasmine? Tu as coupé ton micro. أنا مصباح نهضر في الفيديو. Justement, je te disais que par rapport aux limites, je pense que Karima avait tout à l'heure en rapport avec ce qui est limite qu'on s'impose ou qui nous sont justement imposées. Elle dit, de par notre culture et notre éducation, on a tendance à mettre de côté nos émotions, parfois même les effacer, notamment sur le lieu de travail. Comment peut-on dépasser cela? Alors, donc oui, le fait que de par notre environnement et notre culture, on nous demande en fait de faire taire un petit peu nos émotions. C'est ça? C'est ce que tu veux dire? Je veux bien comprendre la question. Elle est importante. Elle dit que de par notre culture et de par notre éducation, oui. En fait, on nous a éduqués à cacher en fait nos émotions, oui. Parfois même à les effacer. Donc, elle dit surtout sur un lieu de travail. Donc, comment peut-on dépasser cela et en fait ne pas avoir à justement étouffer ces émotions et comment les exprimer d'une manière exactement manière efficace en fait. Exactement. Là, c'est un autre sujet parce que tout à l'heure, on a parlé de la gestion des émotions qui sont très fortes, mais bien évidemment, les émotions, c'est quelque chose qui est nécessaire à la vie et qui est nécessaire à nos relations. Si nous ne ressentions plus d'émotions, en fait, nous serions en mort cérébrale, j'ai presque envie de dire, d'accord? Les émotions sont quelque part nécessaires. Et évidemment, certaines, on a perdu Yasmine, vous êtes encore avec moi, je suppose, donc je continue. Bien évidemment, certaines cultures, certains modes éducatifs font que, oui, les émotions, c'est quelque chose qu'il ne faut pas montrer. Oui, parce que quand on montre la tristesse, c'est qu'on montre peut-être qu'on est faible. C'est, vous savez, l'injonction qu'on va dire aux petits garçons, attention, les hommes ne pleurent pas. Pourquoi c'est écrit où qu'un petit garçon ou qu'un homme ne peut pas pleurer ou ne peut pas être triste? Vous voyez, c'est ce genre de choses. Il faut toujours, dans l'éducation, soit toujours sage, koni fahla, tout ce qu'on, ces injonctions qui nous sont bombardées tout au long de notre jeunesse et de notre parcours de vie. Les émotions, non, c'est tout à fait logique de pouvoir, il faut les vivre, d'accord? Ne pas se laisser submerger, d'accord? Et quelque part aussi pouvoir exprimer. Alors, comment je vais pouvoir exprimer? C'est après quelle communication je vais mettre en place justement pour exprimer une émotion. Par exemple, si ce matin on s'est croisé avec mon collègue et la personne ne m'a pas dit bonjour ou m'a répondu, mais moi ça m'a fait quelque chose.
plutôt que non, on va pas faire trop de remous, je vais rien dire. Bien évidemment, je vais pas exploser en colère et peut-être tout de suite réagir avec mon collègue, mais je vais peut-être trouver le bon moment et la bonne communication, néanmoins, pour faire part de l'émotion que j'ai ressentie. Mais ça, c'est un autre chapitre. C'est après la communication adaptée, comment la communication peut aider les relations interpersonnelles. Peut-être qu'on fera un autre webinaire sur le sujet, qui sait. Est-ce qu'il y avait autre chose, Yasmine, que j'ai peut-être zappé? Alors, en fait, justement, l'onglet questions, il y avait beaucoup, enfin, il y a eu 3 ou 4 questions qu'on avait justement zappées. Donc, il y a la question de Besma Rabia Ashrif qui dit, vous avez parlé de la résilience, comment savoir si on est libéré? Comment savoir si on est libéré? Bonne question. La résilience, c'est donc effectivement quand on a subi une phase très impactante ou très, comment dirais-je, traumatisante, j'ai envie de dire. Par exemple, la période que nous traversons, et bon, j'espère qu'on va en sortir bientôt, bien que voilà, ça va prendre encore un petit peu de temps, nous a impacté fortement. Quelque part, je pense qu'il y aura des séquelles, même si on n'en a pas conscience maintenant individuellement, mais même collectivement. Comment savoir si cette résilience a opéré et si on est complètement libéré. J'ai envie de dire, c'est quand à un moment, on va pouvoir en parler de manière, je veux dire, plus sans que ça remue beaucoup des émotions fortes, de manière un peu avec du recul. Voilà, comme si on racontait une histoire. Pouvoir en parler, c'est quelque chose d'important. Il ne s'agit pas de le mettre au placard et de fermer à double tour. Ça ne sert à rien. C'est pas ça qui fonctionne. C'est de pouvoir analyser, revenir, décrypter. Une fois qu'on a atteint voilà cette capacité, je peux dire, oui, eh ben je m'en suis quelque part, je m'en suis sortie. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense avoir la question. Nous allons attendre juste le. Ah, si, Besma nous dit merci. D'accord, super. Très bien. Ensuite, alors, vous appuyer, vas-y. Oui, oui, Yasmina, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y, t'écoute. Très bien. Bah, écoute, on avait également une autre question de Nadjia Boukero. Est-ce que les valeurs négatives ne rejoignent pas l'intelligence émotionnelle, comme la malice ou la tricherie dans le cadre professionnel? La malice ou la tricherie. Oui. Alors, quand on parle de malice ou de tricherie, en fait, on parle de manipulation, d'accord? Et là, j'ai envie de dire, là, on retombe encore, on retombe en fait dans les types de comportements qu'on peut avoir. Les types de comportements, quels sont-ils? Ça peut être soit l'agressivité, soit ça peut être la passivité, soit la manipulation, ou bien ce qu'on appelle, je sais pas, excuse-moi Yasmine, est-ce qu'il y a une personne… Tu as compris la question? Non, parce que je suis en train de voir le déroulé il y a une personne là qui intervient et qui, je vois pas trop le sujet. Bon, je reviens à nos moutons. Donc j'ai dit, il peut y avoir donc la passivité, l'agressivité, la manipulation ou l'assertivité. Et bien évidemment, et ça c'est, j'ai envie de dire un autre sujet, la meilleure façon d'être en relation avec les autres, c'est d'opter pour une communication assertive. Quant à la manipulation, bien évidemment, la manipulation,
est une communication, c'est quelque chose de négatif parce que en fait, au niveau de l'intention, enfin la personne qui utilise la manipulation, c'est un petit peu la personne qui va utiliser tout ce qu'il a en sa possession en termes de tricherie, en termes de colporter des rumeurs, diviser pour mieux régner, parce que c'est en fait la personne qui veut de cette manière arriver à ses objectifs, quels qu'ils soient. Et ce sont souvent des objectifs très égoïstes et très personnels. Bien évidemment, essayez de ne jamais rentrer dans cette spirale et dans ce jeu de manipulation qui en fait n'amène pas à des relations quelles qu'elles soient, que ce soit personnelles ou professionnelles, souhaitables. Donc à bannir, hein, j'ai envie de dire. il faut voilà ne pas rentrer dans cette spirale. Est-ce qu'on a encore une slide ou est-ce qu'il y a encore des questions? On a une question ou deux peut-être. Alors, Sonia nous demande, existe-t-il des formations pour développer son intelligence émotionnelle? Si oui, est-ce que vous pouvez partager avec nous ces formations? Vu que c'est une chose très très importante, donc elle parle d'intelligence émotionnelle qui peut donc bouleverser toute notre vie. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des formations pour justement… J'ai envie de dire que par rapport à l'intelligence émotionnelle, mais c'est pas la seule chose, je pense que c'est quand on s'intéresse au développement personnel, d'accord? Le développement personnel, bah, c'est tout ce qui va m'aider dans ma vie de tous les jours, mais également dans ma vie professionnelle, dans mes relations interpersonnelles, etc. Et là, il y a énormément de sujets, énormément de voies possibles. Donc, tout dépend. Est-ce que je veux en savoir plus pour pouvoir enrichir mon quotidien? Est-ce que je veux en savoir plus parce que je veux peut-être en faire un métier? Vous voyez, donc tout dépend. Tout dépend de quel est mon objectif. Vous voyez, quand je parle formation, les formations, souvent, quand on aborde des formations et quand voilà, on anime nous formateurs des formations sur par exemple, sur la gestion du stress, on va aborder forcément à un moment l'intelligence émotionnelle quand on va parler des émotions. Quand on va parler de communication, on va aborder ce sujet. Quand on va parler de management et de management d'équipe, on va parler de ces choses-là. Quand on va parler de relations clients, oui, la relation de l'expérience client, on va parler de ça. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose, c'est une aptitude qu'on va utiliser dans tellement de situations de la vie. Donc, est-ce qu'il y a une formation spécifique à l'intelligence émotionnelle? Peut-être, mais je veux dire, ça touche à tellement d'autres sujets on peut l'aborder sous différents biais. C'est ça la bonne nouvelle est dans ça. Tout dépend en fait quelle est la recherche au départ. Est-ce que voilà, comme je le disais, qu'est-ce que je veux, quel est mon besoin? Est-ce que c'est juste parce que ça va m'aider dans mon quotidien, ça va m'aider dans ma relation avec mes supérieurs ou avec mes collègues? Ça va m'aider dans ma recherche d'emploi, ça va m'aider peut-être à ma reconversion professionnelle si, par exemple, je fais quelque chose, mais j'ai en idée de quelque chose que j'aime mais que j'ai jamais osé peut-être mettre en place. Voilà. Est-ce que Yasmine est en background. On a largement débordé, mais bon, enfin moi je suis ok. Si vous êtes ok, je suis ok. Je pense que nos participants sont là. Enfin, il y a toujours des participants au taquet. Bon, je vous ai pas perdu en cours de route, c'est que c'est plutôt bon signe. Si vous le voulez, on peut peut-être, je sais pas, Yasmine, à toi de décider. Est-ce qu'on fait encore une ou deux questions?
Bon, je pense qu'on va prendre peut-être une dernière question si nos participants veulent bien nous. Alors, est-ce que quelqu'un a encore quelque chose Moi, je vais peut-être remonter un petit peu dans les questions pour voir si je n'ai pas raté. Je crois qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire. Tout ce que je voulais encore vous dire, bien évidemment, vous pensez bien que les sujets sont extrêmement vastes et que des fois, voilà, j'ai dû zapper d'une chose à l'autre. Mais bon, vous pensez bien qu'une heure et demie ne suffisent pas à parler de tout ce dont on veut parler. Il y a encore beaucoup à dire. Il y aura certainement d'autres événements, voilà, qui permettront. Et vous avez vraiment énormément de lectures qui vous permettent, voilà, de pouvoir encore creuser le sujet. Mais je vous dis déjà, regardez en vous-même et vous aurez déjà beaucoup de matière à exploiter. Très bien, très bien. Là, j'avais vu une question de Ahmed Ouaret qui disait quelles sont les tactiques que je peux utiliser pour ne plus montrer mes émotions. Alors, ne plus montrer ses émotions, est-ce que c'est vraiment l'objectif de ne pas montrer mes émotions? Et je vais vous dire, cher monsieur, que quand bien même vous ne voulez pas montrer vos émotions, il y a quelque chose qu'on appelle le langage non verbal, qui est en fait la communication que nous maîtrisons le moins, puisque en fait c'est notre subconscient qui fait en sorte que notre corps, que ce soit le regard, notre gestuelle, notre posture, etc., donne bon nombre d'informations et ça de manière inconsciente. Donc, quand bien même vous voulez être dans la maîtrise, mais ça, c'est aussi dans un cursus de communication qu'on apprend ça. Quand bien même on veut être dans la maîtrise, forcément notre corps va dévoiler des choses. Mais bon, en ça, c'est pas bien grave. L'intérêt en fait de la gestion de l'émotion, c'est de faire en sorte que ça soit pas qu'on soit pas dans le débordement, que l'émotion que je reçois ne m'empêche pas de réfléchir, que l'émotion que je manifeste, je peux très bien manifester à quelqu'un de l'agacement. Je peux très bien penser et dire à cette personne je pense que c'est pas le sujet du jour et que votre place n'est pas là, par exemple. Je m'énerve pas, mon émotion est plutôt calme et pourtant je peux exprimer ce que je pense. Vous voyez? Donc en fait, c'est à ça qu'il est important d'arriver, que l'émotion qui sont nécessaires à notre vie, nécessaires à notre prise de décision, c'est ça qui fait qu'à un moment on va apprécier le moment parce qu'il va être agréable. C'est ça, l'émotion qui fait qu'on va trouver la musique belle. L'émotion, c'est ça qui va tout à l'heure, autour d'un repas familial, faire qu'on va apprécier le moment de chaque fat. Vous voyez, on a besoin de ces émotions. Si on n'a pas des émotions, on n'est plus que des légumes, j'ai envie de dire. Ok? Donc, oui, absolument. En fait, justement, pour justement clôturer un petit peu ce magnifique et enrichissant débat, Yasmina, en fait, je voulais juste poser une dernière question, hein, donc, qui est ma question. Donc, pourquoi en fait développer justement cette intelligence émotionnelle et qu'est-ce que ça va apporter en bien, que ça soit à notre vie personnelle ou bien à notre vie professionnelle, bien à notre vie au contact des autres. Exactement. Je te laisse, Yasmine, je pense aller à ma dernière slide. Oui, parce que tout ça, finalement, il faut bien qu'il y ait un bénéfice. Hein. C'est pas juste joli dans le décor. Voilà, les bienfaits de l'intelligence, parce que c'est ce qui va me permettre de m'épanouir personnellement. C'est ce qui va me permettre, forcément, si au niveau de mes émotions, je les ressens pour des choses positives, mais je ne suis pas perpétuellement ou très souvent bloquée par ça, je vais être beaucoup plus épanouie, je vais pouvoir avancer dans la vie, atteindre mes objectifs, prévoir, etc. Forcément dans mon bien-être qui ne veut pas se sentir bien. Alors ça ne veut pas dire que tous les jours, youpi,
ça va être la joie et que forcément je ne vais pas avoir ou des choses à affronter ou des mauvaises nouvelles. Non, c'est pas ça. On vous dit pas ça. C'est pas la quête du bonheur absolu. Non, la vie est ainsi faite. Il y a des hauts, des bas. Mais la manière dont je vais aborder ces événements, la manière dont je vais appréhender certaines situations va faire que je vais peut-être être moins abîmée et mieux les vivre. D'accord? Donc, voilà l'intérêt. Les relations sociales, bah oui, comme je vous l'ai dit, nous vivons en société et quand ça se passe bien au niveau relationnel, avec notre environnement privé, avec nos amis, quand ça se passe bien avec notre environnement professionnel, et ben forcément, c'est que du bonheur. Je préfère, vous voyez, le matin quand je me lève et que je dois aller au travail, si je sais que je vais passer un bon moment avec mes collègues, qu'on va avoir même si on a beaucoup de travail, mais qu'on va avoir un moment, on va se retrouver, où on va avoir une blague ensemble, où je sais que si que je vais pouvoir compter sur un tel et une telle, etc. Ben je vais avoir du plaisir à aller au travail et forcément je vais forcément être beaucoup plus performant aussi. Moins de conflits avec les autres et avec soi-même. Ben, par la force des choses, si on arrive à exprimer une émotion, mais sans que ce soit dans la colère extrême ou que ce soit parce que je vais me mettre en retrait, parce que j'ai de la crainte ou quoi que ce soit, c'est-à-dire juste de le dire ce qui me convient, ce qui me convient pas, hein, s'affirmer, ben forcément ça nous amène à pouvoir mieux gérer les situations conflictuelles qui la plupart du temps en fait sont des problématiques de communication, d'incompréhension, de manque d'écoute mutuelle et qui pourraient dans tellement de cas pouvoir être évitées. Donc ça se travaille aussi. L'estime de soi, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, donc tout ce qui ramène aux valeurs et la valeur que je me porte. Décision constructive, construite et objective, bah oui, c'est finalement pour arriver à tout ce que je me suis, à toutes mes aspirations, mes rêves, mes envies, etc. Bah, mes rêves et mes envies sont le fruit aussi d'émotions. Donc, il ne s'agit pas, juste en conclusion, voilà, de réprimer mes émotions, mais au contraire, qu'elles puissent s'exprimer et qu'elles s'expriment de manière à pouvoir m'aider à avancer, à construire des choses positives avec les autres et qu'elles ne soient pas des freins dans mon quotidien. Voilà, je pense avoir un petit peu résumé. Très, très bien, très, très bien. Bah, écoute, Voilà. merci beaucoup encore une fois, Yasmina, pour ces informations précieuses que tu as bien voulu partager avec nous, justement. J'espère aussi que nos participants ont passé un moment agréable d'échange et de partage. Donc, je tenais encore une fois à te remercier de ta disponibilité, de ta générosité. Et également, tu es beaucoup dans le partage, donc c'est pour ça que j'évoque beaucoup ton esprit de partage. Merci vraiment, Yasmina, pour ta contribution. Donc, je te laisse le mot de la fin, Yasmina. Eh ben, écoute, merci Yasmine pour cette conclusion. Moi, je remercie infiniment pour le temps que vous m'avez accordé. Vous avez été tous extrêmement patients. Merci pour, voilà, on était parti pour 1 heure. Merci Yasmine d'être restée. Merci à vous tous, à vous toutes. J'espère qu'on se retrouvera peut-être sous un autre format où je pourrai vous voir, où on pourra discuter, où on pourra partager, parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, n'hésitez pas, le sujet mérite qu'on s'y penche, qu'on y travaille, petit pas par petit pas. Ça va vraiment amener que des choses positives dans votre vie. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Sahaf Tourkom et je vous dis à très bientôt autour d'un autre sujet, j'espère. Merci infiniment pour votre présence aujourd'hui. Vous étiez nombreux, c'est génial. Effectivement, nombreux et constants surtout. Hein. La plupart des personnes sont restées jusqu'à la fin, c'est génial, super. Effectivement. Parfait. Donc, merci encore à tous et à toutes d'avoir assisté à ce webinaire et d'avoir partagé ce moment avec nous. Donc, je vous dis à très, très bientôt pour un prochain webinaire et Sahaf Tourkom. Au revoir. Merci Yasmine, merci à vous tous. Merci. Bye, au revoir. Au revoir.